Alors dans cette vidéo, nous allons répondre à la double question suivante. Qu'est-ce que la politique budgétaire? Et quels sont les avantages et inconvénients d'une politique publique qui repose sur l'endettement? Donc dans un premier temps, nous verrons ce qu'est la politique budgétaire et ensuite nous étudierons ses effets positifs attendus ainsi que les limites qui vont découler de cette politique. Alors la politique budgétaire donc concerne l'État, d'accord, administration publique centrale. Donc dans ce cas, l'État va utiliser son budget, ses dépenses et ses recettes, comme instrument de régulation de l'activité économique. Par exemple, comment faire pour lutter contre le chômage, pour créer des emplois, pour rendre nos entreprises plus compétitives, pour stimuler la production, etc. Donc l'État va utiliser son budget, par exemple au niveau des dépenses, il peut créer des postes de fonctionnaires ou des emplois aidés pour diminuer le chômage. Il peut aussi décider d'augmenter l'investissement public pour stimuler l'activité économique. Exemple d'investissement public, ça peut être par exemple en construisant des infrastructures de transport, de communication, des hôpitaux, des bâtiments publics divers, etc. Il peut également décider de verser des subventions à des entreprises, alors sous certaines conditions par exemple, autrement dit les entreprises qui effectuent des dépenses en recherche et développement, eh bien, se verront accorder des subventions, ce qui va bien évidemment les stimuler, accroître leur compétitivité hors prix, et finalement il y aura plein de conséquences positives, que ce soit pour les entreprises concernées, même plus globalement pour l'économie. L'État peut également utiliser son budget, mais cette fois-ci en s'appuyant sur les recettes. Il peut décider d'augmenter les impôts pour réduire son déficit, pour financer effectivement certaines dépenses, mais il peut également décider de réduire les impôts s'il veut stimuler la consommation, l'investissement, plus globalement l'activité économique. Il peut aussi mettre en place des taxes s'il veut un petit peu modifier les comportements des agents économiques, c'est ce qu'on appelle des incitations, ça peut être des taxes par exemple qui auront vocation à avoir des conséquences vertueuses au niveau de l'environnement, des écotaxes par exemple, des taxes carbone. Alors, les recettes et les dépenses vont jouer le rôle de stabilisateurs automatiques. Ça veut dire qu'elles vont atténuer les variations, les fluctuations des cycles de l'activité. Alors, cette notion de stabilisateur automatique, on peut la voir très brièvement. Ça signifie par exemple que lorsqu'on est dans une situation de récession, autrement dit on a un ralentissement de l'activité économique, la consommation, l'investissement ne sont pas au plus haut de leur forme, la production des entreprises ne progresse pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de création d'emplois, le chômage a tendance à augmenter, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, dans ce type de situation-là, il va y avoir certains éléments qui vont se mettre automatiquement en place et qui vont permettre d'atténuer les effets négatifs de cette situation. Prenons l'exemple de quelqu'un qui tombe au chômage. Imaginons qu'il percevait un revenu mensuel net de 2000 euros. Si on n'a pas de système de chômage avec des indemnités, il passe de 2000 euros à 0 euros. Donc vous voyez que son pouvoir d'achat, il est réduit à néant, ce qui signifie que sa consommation va fortement en pâtir, être atténuée. Ce qui signifie qu'après, si on raisonne globalement au niveau de l'économie, on aura un gros problème en termes de consommation, d'investissement, etc. Donc vraiment, on se dirige vers un très très fort ralentissement de l'activité économique. Mais si maintenant on a un système d'indemnité de chômage, la personne percevait 2000 quand elle travaillait, et maintenant qu'elle est au chômage, on va dire qu'elle perçoit la moitié, approximativement 1000 euros. Alors certes, son pouvoir d'achat a diminué, mais malgré tout, on se rend compte que l'intervention des pouvoirs publics, par le biais de revenus de transfert, dans le cas présent, d'indemnité de chômage, ça permet un petit peu de limiter la baisse. Limiter la baisse, ça veut dire que finalement, sans que les pouvoirs publics interviennent volontairement, parce que c'est le système qui fonctionne comme ça, vous êtes au chômage, si vous avez travaillé, cotisé suffisamment longtemps, vous pouvez prétendre à des indemnités. Et autrement dit, automatiquement, on a des choses qui vont se mettre en place et qui vont permettre un petit peu, entre guillemets, de limiter la casse, si vous voulez. Et bien cela, ça s'appelle des stabilisateurs automatiques. Vous voyez, quand ça va moins bien, on va aider ceux qui sont dans une situation financièrement problématique. En plus, ces personnes qui ont moins de revenus vont payer moins d'impôts, moins de taxes. Donc vous voyez finalement que ça va permettre d'atténuer en fait les effets négatifs de cette situation. C'est comme matelas de sécurité en quelque sorte. Bon, alors ça marche quand ça va mal, mais aussi ça peut marcher quand ça va
trop bien, hein, quand il y a la consommation, l'investissement qui sont très très forts, que la production progresse fortement, qu'il n'y a pas beaucoup de chômage, on pourrait se dire c'est génial. Oui, alors c'est vrai que c'est génial, c'est sûr. Mais d'un autre côté, on a des risques d'inflation, hein. Et l'inflation, à terme, ça peut malheureusement avoir des conséquences négatives en termes de pouvoir d'achat. Et là, les stabilisateurs automatiques vont aussi jouer leur rôle. Puisque si le revenu en fait des agents économiques augmente, eh bien on va leur prélever plus d'impôts, on va leur prélever plus de taxes, et finalement ça va permettre de limiter la progression des revenus. Vous voyez, donc en fait on a des sortes de garde-fous qui fonctionnent automatiquement. Alors, étudions maintenant la politique budgétaire et plus spécifiquement celle qui repose sur l'emprunt. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être la politique de relance, et on va se placer du côté de la demande. Alors, qui dit politique de relance en se plaçant du côté de la demande, dit bien évidemment analyse keynésienne. Les travaux de Keynes ont mis en avant l'importance de la politique budgétaire, hein. La politique budgétaire est fondamentale pour pouvoir réguler l'activité économique et sortir de la situation suivante, en l'occurrence sortir de ce que Keynes a appelé l'équilibre de sous-emploi. En fait, pour Keynes, l'économie se trouve face à la situation suivante. D'un côté, il y a peu de consommation, peu d'investissement, ce qui signifie que la demande de biens est faible. Mais s'il y a peu de consommation et peu d'investissement, automatiquement, il y aura peu de production, hein, d'accord. Il n'y a aucune raison que les entreprises produisent beaucoup si elles savent d'avance qu'elles ne vont pas vendre, hein. Donc l'offre de biens sera faible. Ce qui fait qu'on va avoir un équilibre sur le marché des biens, mais un équilibre qui va se faire à un niveau plutôt bas en fait. Et comme cet équilibre se fait à un niveau plutôt bas, donc autrement dit, pas beaucoup d'offres sur le marché des biens, pas beaucoup de demandes sur le marché des biens, en fait, les entreprises n'ont pas besoin de beaucoup produire. Donc, elles n'ont pas besoin de beaucoup embaucher. Ce qui fait que sur le marché du travail, on va avoir un déséquilibre. On va avoir l'offre de travail qui provient des ménages qui sera supérieure à la demande de travail qui provient des entreprises. Et c'est ça l'équilibre de sous-emploi pour Keynes. C'est d'un côté l'équilibre sur le marché des biens et d'un autre côté le déséquilibre sur le marché du travail. Et le problème dans l'analyse keynésienne, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que l'économie sorte spontanément de cet équilibre de sous-emploi. En clair, si on ne fait rien, eh bien, l'économie restera toujours dans cette situation-là. Le seul moyen de s'en sortir, c'est que l'État intervienne. Autrement dit, quand ça ne va pas, qu'on est dans une situation d'équilibre de sous-emploi, en termes concrets en période de ralentissement de l'activité économique, de récession, eh bien l'État va devoir intervenir. Comment? Il va creuser le déficit, donc il va devoir s'endetter, effectuer des emprunts publics, pour pouvoir stimuler l'activité économique. Stimuler l'activité économique parce que d'après Keynes, il existe quelque chose que l'on appelle l'effet multiplicateur. Keynes a remarqué que quand les pouvoirs publics, quand l'État injecte de l'argent dans l'économie, alors injecter de l'argent ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'État décide de faire une politique de grands travaux, il décide, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, il décide par exemple de construire des infrastructures de transport, de communication, des hôpitaux, d'accroître l'armement de la défense nationale, etc., etc. Et bien dès l'instant où les pouvoirs publics décident d'injecter de l'argent dans l'économie, automatiquement, cela va générer une variation de la richesse nationale qui sera plus importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État injecte 100 milliards dans l'économie, en fait, il n'y aura pas 100 milliards qui vont circuler dans l'économie. Mais au bout d'un certain temps, parce que ça se fait par vagues successives, on aura 120, 150, 200, 300, 500 milliards qui auront circulé dans l'économie. C'est le principe du multiplicateur en fait. Pourquoi? C'est tout bête. Imaginez que moi, par exemple, je donne 100 euros à quelqu'un. D'accord? Donc moi, je suis un petit peu l'État, si vous voulez. Hein, d'accord? C'est une sorte d'investissement public. Je donne 100 euros à quelqu'un. Cette personne a 100 euros. Avec les 100 euros, imaginons qu'elle décide d'en dépenser 90 et elle en met 10 de côté. Cette personne A, dépense 90 euros auprès de la personne B. Donc la personne B, elle encaisse 90. Et la personne B, que va-t-elle faire? Elle va aussi dépenser. Imaginons qu'elle en dépense 80. Le reste, elle le met de côté. Elle va dépenser 80 auprès d'une personne C, etc., etc. D'accord? La personne C dépense 70 et on continue. Mais si on fait la somme de tout ce qui a été dépensé, en fait, moi, j'ai introduit juste un billet de 100 euros, mais finalement, ces 100 euros ont permis de consommer 90 euros, 80 euros, 70 euros,
etc., etc. Et en fait, ça a permis de consommer beaucoup plus que les 100 euros initialement injectés dans l'économie. C'est ça le principe du multiplicateur en fait keynésien. C'est tout simplement que dans le temps, la variation de l'investissement public va générer une augmentation plus importante de la production nationale. Et le lien entre les deux, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur. Concrètement, ça se passe comment? Eh bien, en fait, l'État va augmenter ses dépenses, investissement public, rendre des postes de fonctionnaires, etc. Ça va augmenter le pouvoir d'achat des ménages, ça va augmenter donc finalement la demande adressée aux entreprises, la demande en termes de consommation, en termes d'investissement. Comme la demande globale augmente, eh bien, il va falloir produire plus, et qui dit produire plus, dit qu'il va falloir créer des emplois. L'avantage pour l'État, c'est donc que finalement il y aura une baisse de chômage, il y aura une augmentation de la production, il y aura plus de revenus en circulation, et finalement il va récupérer plus d'impôts, plus de taxes, et donc hop, il va revenir à l'équilibre budgétaire. Bon alors ça, c'était la théorie. En réalité, évidemment, ça ne fonctionne pas aussi bien, d'accord? Il y a un certain nombre de limites qui existent aux politiques budgétaires qui s'appuient sur un endettement, sur un recours massif à l'emprunt. Première limite, c'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Alors l'effet boule de neige, c'est un effet cumulatif et auto-entretenu de la dette publique. En termes simples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va s'endetter pour financer certaines dépenses. Le problème, c'est que les effets positifs qu'il attendait ne vont pas vraiment arriver. Autrement dit, la croissance économique ne sera pas suffisamment forte. Ou alors même si la croissance économique repart, l'État ne va pas en profiter pour se désendetter. Il va continuer à s'endetter, s'endetter, s'endetter. Et à un moment, on va arriver à une situation où il va falloir s'endetter pour rembourser des crédits qu'on avait contractés auparavant. Et c'est ça l'effet boule de neige. C'est vraiment, vous vous imaginez une petite boule de neige en haut d'une montagne et qui dévale la pente, comme dans les dessins animés, et qui grossit au fur et à mesure qu'elle descend. Eh bien, cette petite boule de neige qui va devenir grosse, c'est tout simplement la dette publique qui grossit, grossit, grossit au fur et à mesure que les pouvoirs publics s'endettent. Tout simplement parce qu'en fait, les taux d'intérêt de la dette qu'ils doivent rembourser ont tendance à être plus élevés que la vitesse à laquelle l'économie progresse. Deuxième limite de ce type de politique, c'est ce qu'on appelle le théorème d'équivalence ricardienne, ou l'effet Ricardo-Barrois. En fait, c'est tout bête. Ça part du principe que les agents économiques, vous et moi, nous ne sommes pas idiots. Nous sommes rationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se dit que si l'État décide de s'endetter aujourd'hui, il va devoir rembourser demain. Mais comment l'État va-t-il rembourser demain? Avec quel argent va-t-il rembourser demain? Avec nos impôts, tout simplement. Donc si l'État s'endette massivement aujourd'hui, ça veut dire que demain il devra rembourser. En clair, demain il devra puiser dans nos poches. Donc il devra augmenter les impôts, parce qu'on sait très bien que de toute façon, pour rembourser, il y a deux possibilités. Soit il faudra effectivement avoir suffisamment d'argent, auquel cas il n'y a pas de souci, soit il n'y en aura pas suffisamment parce que il y a eu un problème de gestion, etc. Donc là, ça voudra dire qu'il faudra plus de recettes ou moins de dépenses. Moins de dépenses, on a beaucoup de mal en France avec cette notion-là. Donc il faudra plus de recettes. Plus de recettes, ça veut dire plus d'impôts. Donc l'État s'endette aujourd'hui. Pour rembourser, il augmente les impôts demain. Moi, comme je suis un agent économique rationnel, j'ai anticipé cela. Donc, dès aujourd'hui, je vais me mettre à moins consommer, à épargner davantage, par anticipation du fait que mes impôts vont augmenter demain. C'est problématique parce que finalement, ça va permettre malheureusement de limiter l'impact positif sur l'activité économique d'une politique de relance qui s'appuie sur la demande. Troisième limite, l'effet d'éviction. L'effet d'éviction, c'est pareil. Imaginez par exemple une grosse enveloppe remplie de billets, et toute cette enveloppe remplie de billets, elle va correspondre en fait à l'offre des agents à capacité de financement sur le marché des fonds prêtables. Si je traduis en français, ça veut dire que c'est tout l'argent que les agents à capacité de financement sont disposés à prêter aux agents à besoin de financement. Pas que l'État, mais également les entreprises, les ménages, etc. En fait, que se passe-t-il? Il y a cette grosse enveloppe. Mais si l'État décide de massivement s'endetter, il va donc puiser beaucoup dans cette enveloppe. Et donc plus l'État prend dans l'enveloppe, moins il en reste pour les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, plus l'État s'endette, plus il prend dans l'enveloppe, et plus ce sera compliqué pour les autres agents économiques de trouver facilement des fonds à un taux d'intérêt intéressant.
Un taux d'intérêt intéressant, ça veut dire un taux d'intérêt pas très élevé, hein, parce qu'il ne faut pas être idiot non plus, mais si vous avez la possibilité de prêter de l'argent à quelqu'un, ben vous allez le prêter surtout à celui dont vous pensez qu'il va vous rembourser. Et en général, celui qui présente le risque le plus faible, c'est l'État, surtout en France. Donc l'effet d'éviction, c'est tout simplement que plus l'État va s'endetter, et plus il sera difficile pour les autres agents économiques de trouver des fonds, de trouver de l'argent, de trouver des liquidités à un taux d'intérêt intéressant, tout simplement. Quatrième limite, la contrainte extérieure. Alors, imaginez la situation où le pouvoir d'achat des ménages augmente, puisque l'État a injecté de l'argent dans l'économie. Donc, ok, c'est génial, le pouvoir d'achat augmente, on va consommer, on va investir, mais encore faut-il consommer et investir des produits fabriqués en France. Si on consomme, on investit des produits qui viennent de l'étranger, ce n'est pas ça qui va massivement stimuler notre production, créer des emplois sur le territoire français. On va avoir une augmentation des importations, ok, mais on se rend compte que l'impact positif en termes de création d'emplois et de stimulation de l'activité économique va être limité. Et enfin, pour terminer, le risque d'inflation. Si le pouvoir d'achat augmente trop rapidement et que les entreprises ne sont pas assez réactives, autrement dit qu'elles n'arrivent pas à produire suffisamment rapidement pour répondre à la demande, eh bien l'ajustement entre l'offre et la demande ne se fera pas par les quantités, puisqu'elles n'arrivent pas à produire suffisamment vite, mais il se fera par les prix. Quand l'ajustement se fait par les prix, en clair, en français, ça veut juste dire qu'on a un risque de dérapage inflationniste, que les prix augmentent trop rapidement.